Donc, un grand merci pour la troisième fois d'être là. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Depuis le 7 octobre, nous sommes soumis ou nous nous soumettons à un torrent d'informations, trop souvent fausses, galvaudées. Et pire encore, ceux-là même qui sont censés nous aider à décrypter l'information et à prendre du recul sont souvent des chroniqueurs multicartes, des VRP, des voyageurs représentants placiers de l'info en continu. Et donc, ce sont eux qui sont à la fois des spécialistes de l'Ukraine, du Moyen-Orient, du Covid, de la calotte polaire et de la médecine douce. C'est la raison pour laquelle c'est un très grand plaisir d'accueillir l'immense journaliste Laurent Saïm, à plusieurs égards. D'abord, ça fait un certain temps qu'on se connaît. Ça, c'est la version élégante de dire qu'une amitié solide nous lie depuis 40 ans. Laurence est forte de 297 469 followers sur Twitter. C'est pas Taylor Swift, mais c'est pas mal quand même. C'est juste dingue. Et si tant de gens l'écoutent et la suivent, c'est parce que depuis des années, c'est une véritable journaliste, reporter de guerre, qui a été sur de nombreux théâtres de guerre, que ce soit en Irak, en Israël, dans les territoires. Laurence a été également pendant de très nombreuses années la responsable de l'antenne de Canal+ et de iTélé à Washington, seule journaliste française accréditée à la Maison-Blanche, et je crois que tu es toujours accréditée à la Maison-Blanche. Elle a également suivi de nombreux candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis durant toute leur campagne et a même mis un pied en politique en étant porte-parole du candidat Macron en 2017, ce qui ne lui a pas valu que des amitiés. Moi, contre 30 ans de journaliste. Voilà. Contre 30 ans de journalisme. Voilà, Laurence est une femme qui a des convictions, qui dit ce qu'elle pense sans jamais tomber dans une forme de relativisme mielleux et tiède qui nous obsède. Et puis en plus, elle aime les chats. Voilà. Pour mener cette soirée, Jean-François Bensel, notre coprésident, Jean-François dont le brio et l'agilité intellectuelle le précèdent systématiquement. Merci à Déborah Hamou qui a organisé avec toute l'équipe cette soirée. Et enfin, un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas membre de Judaïsme en Mouvement, vous êtes les bienvenus. Sachez que vous participez ce soir qu'à juste une infime partie de tout ce qu'on organise pour vous et pour nos jeunes. Nous organisons dimanche ici même la journée du livre. 40 écrivains seront là pour dédicacer leur ouvrage. Bonne idée pour des cadeaux de Hanouka. Et la journée sera émaillée de conférences et d'ateliers. Le 8 décembre au matin, nous recevrons Xavier Bertrand. Le 9 décembre au soir à Copernic, maître François Zimret. François, qui a été ambassadeur de France et qui aujourd'hui, en qualité d'avocat, a porté plainte auprès de la Cour pénale internationale au titre de crime de l'humanité contre les dirigeants du Hamas, un homme de conviction également. Voilà, le judaïsme que nous représentons, ce judaïsme éclairé, égalitaire, ouvert sur la cité, ne peut vivre qu'avec vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, à regarder ce qu'on fait sur le site judaïsmeenmouvement.org et n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous serez toujours chez nous, chez vous. Bonne soirée. Merci beaucoup Lionel, merci à vous tous et vous toutes d'être là ce soir. Nous sommes hélas servis par l'actualité puisque Laurence, elle publie régulièrement une lettre, une newsletter qui s'appelle Otages sans frontières à propos des otages depuis leur capture par le Hamas. Et donc, j'ai envie de lui poser la première question. Quelle nouvelle des otages ce soir? Qu'est-ce qui se passe? On va commencer par du news. Donc, vous allez avoir sans doute en exclusivité plusieurs informations. Les négociations continuent toujours d'après les diplomates à la fois israéliens, américains et français qui sont en charge du dossier otages. Beaucoup n'apparaissent pas publiquement pour des raisons que vous pouvez comprendre. Et en tout cas, moi, je retiens ce que Joe Biden vient de déclarer il y a à peu près 1 heure à la Maison-Blanche, interrogé par les journalistes qui le suivent, en disant que tant que rien n'est fait, ce n'est pas fait. Donc, il faut rester extrêmement prudent sur les effets d'annonce qu'on observe depuis quelques heures, le deal, pas deal, est-ce qu'ils vont sortir, combien, etc.
Il y a un deal qui est en place avec des pays qui sont en train de se mobiliser pour faire en sorte qu'une première libération d'otages arrive. Je voudrais quand même vous rappeler qu'on ne connaît pas le nombre d'otages. Il y a beaucoup de gens qui disent 239 otages, d'autres 240, d'autres 241. Les Israéliens et les Américains pensent qu'il y a beaucoup plus d'otages que 240, puisque, comme vous le savez, il y a eu plus de 300 personnes disparues pendant les massacres du 7 octobre, et que certaines de ces personnes, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si ces personnes sont des otages ou si ces personnes ont été tuées et on n'a pas retrouvé leur corps. Donc le chiffre donné de 239, 240, qui est le chiffre officiel, je vous conseille, si je peux me permettre de vous donner un conseil ce soir, d'y faire attention. En tout cas, le deal qui est en train d'être négocié prévoirait la libération de 53 otages à peu près, étalés sur 5 jours. C'est-à-dire 10 otages sortiraient le premier jour, 10 otages sortiraient le deuxième jour, 10 otages sortiraient le troisième jour, 10 autres otages sortiraient le quatrième jour. Et si tout se passe bien, on verra ce qui se passe le cinquième jour. La Croix-Rouge, le CICR, serait en charge d'une logistique qui va être extrêmement compliquée parce qu'il va falloir évidemment sécuriter ces otages. Les Israéliens ont demandé des preuves de vie pour être certains que ces gens, que ce ne soient pas des corps qui soient rendus. Je vous signale malheureusement que dans le spin, ce qui est dans le langage journalistique, des choses qui sont faites par les communicants à des journalistes pour être certain que ces journalistes répètent ce qui leur a été dit et répété. Dans le spin qui a été fait notamment par les Israéliens, on parle quand même aussi d'otages qui sont morts et qui sont morts évidemment dans les bombardements. Et les Israéliens sont très sensibles sur ce sujet en disant qu'il y aura des familles qui auront des bonnes nouvelles et des familles qui malheureusement risquent d'avoir de mauvaises nouvelles. Pour le moment, rien n'est fait, mais il y a une négociation qui est vraiment sur le point d'aboutir. Le Qatar a été très important. Les Égyptiens sont aussi très importants. J'ai eu une information que je peux livrer ce soir en exclusivité, c'est que les messages qui ont été faits par les négociateurs pour transmettre aux détenteurs des otages dans les tunnels à Gaza, ces messages ont été écrits sur des petits bouts de papier avec des négociateurs qui se trouvent en Égypte, qui donnaient ces petits bouts de papier à des gens qui, à Gaza, savaient où était l'entrée de certains tunnels où se trouvaient les otages. Ce qu'on sait également sur les otages, c'est que vraisemblablement, ils ne sont pas tous au même endroit et ils ne sont pas tous détenus, et ça aussi c'est important de le rappeler, par les mêmes groupes. Et je fais partie des gens qui considèrent, et encore une fois on est entre nous, donc l'idée de cette réunion c'est que je sois le plus transparente, le plus précise et le plus informel possible pour vous aider. Je fais partie des gens qui considèrent qu'un otage américain dans le contexte international n'a pas la même valeur malheureusement qu'un otage tanzanien, et que compte tenu de la nationalité des otages, vous avez des négociations qui se passent qui sont totalement différentes par rapport à la nationalité des otages. Je pense encore une fois que la Maison-Blanche, le département d'État n'ont jamais donné le nombre précis d'otages américains qui sont détenus. Je vous signale, et c'est une histoire très intéressante également, que les 2 premiers otages qui sont sortis étaient 2 otages américaines, 2 femmes, une mère et une fille, qui venaient de la banlieue de Chicago, qui ont été sorties très rapidement par les Américains dans des conditions qu'on ignore complètement. Elle était esthéticienne et peintre et elle était là avec sa fille. Ces 2 femmes américaines n'ont jamais parlé et on ne sait absolument pas pourquoi les 2 femmes américaines ont été les premières otages libérées par le Hamas, parce qu'on pourrait imaginer que les Américains seront les derniers otages libérés par le Hamas. En tout cas, il y a des négociations, il y a beaucoup de monde qui est impliqué dans les négociations. J'ai le regret de dire que je ne pense pas que les Français soient très écoutés dans les négociations. Les Français sont là, ils sont partis au Qatar, ils ont évidemment fait preuve d'un soutien pour essayer de sortir les otages français, parce que ça aussi, ça va être très important d'un point de vue de l'opinion publique. Mais ceux qui mènent véritablement les négociations pour la libération des otages sont les Israéliens, Hamas, le Qatar, l'Égypte et bien évidemment les Américains qui sont extrêmement impliqués, et aussi la Turquie qui n'est pas souvent mentionnée. Dernière information que je peux vous donner, il y a eu beaucoup de négociations qui se sont passées non pas du tout au Qatar, mais dans le sultanat d'Oman.
Et ça, c'est aussi dans la communication de crise à laquelle on assiste, une manière aussi de dire regardez de ce côté-là pour pas regarder de l'autre côté. Et ça a été plutôt bien fait jusqu'à présent. Ce que vous voyez publiquement, c'est pas forcément ce qui se passe en coulisses. Les Américains qui sont en charge, en tout cas, ma spécialité étant aussi la politique américaine, l'équipe des gens qui est en place pour négocier la libération des otages américains est une équipe très très forte. C'est une équipe qui sait manier parfaitement la communication et la discrétion, qui sont évidemment deux armes essentielles pour essayer d'obtenir la libération des otages. Je voudrais simplement, avant qu'on entame cette discussion, vous dire que je suis vraiment ravie d'être là, que je voulais remercier tous les gens qui m'ont fait le plaisir de m'inviter et de m'accueillir ici, à savoir Lionel Herrera, Jean-François. J'ai beaucoup aimé aussi Déborah, Julieta, et je voulais, parce que c'est toujours un peu mon mode de fonctionnement, commencer aussi sur une note de sourire. Vous avez vu qu'il y a la police qui est à l'extérieur pour nous protéger. Et donc, on m'a expliqué qu'après les attaques du Bataclan, il y avait les militaires qui étaient ici à Gênes pour protéger les gens, et qu'à un moment, les militaires ont été voir les gens de Gênes en disant on est obligé d'aller dans la caserne des pompiers à côté parce que les mères juives nous apportent tellement de gâteaux qu'on a pris 6 kilos. Donc, je voulais vous faire rire dans une actualité un peu tragique ce soir, avant de commencer cette discussion, et j'espère pouvoir répondre le plus honnêtement possible à toutes vos questions, et je vous remercie encore beaucoup d'être venus. Merci, Laurence. On a une idée des contreparties israéliennes? Parce que qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 jours? Et on va recommencer, voilà. Au bout de 5 jours, on fait quoi? Alors, on ne sait pas. Visiblement, le chiffre, mais encore une fois, moi, je parle avec beaucoup de prudence. Le chiffre qui est donné, c'est entrée en vigueur de l'accord 24 heures après le feu vert du gouvernement. Au moment où on rentrait tous dans cette salle, le gouvernement, le cabinet israélien était en réunion. Le Shin Bet, le Mossad ont donné leur accord. Donc, les 50 otages sont libérés sur plusieurs étapes qui seraient, dans un premier temps, étalées sur 4 jours. 10 otages après, donc 10 otages par jour, comme je vous le dis. Le nombre de jours de trêve peut s'allonger parce qu'on est dans l'incertitude. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si des gens au sein du Hamas ou au sein de la djihad islamique, et ça peut arriver, décident de faire capoter l'accord? Qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, le Hezbollah au nord décide de faire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe si en Cisjordanie, quelque chose arrive? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un attentat à Tel Aviv? On est dans une période qui est une période sensible où la situation est très évolutive. Donc, les informations que je vous donne sont les informations à la minute où je parle, mais en fonction de l'actualité, cette libération des otages peut évidemment évoluer. Les Israéliens ont demandé et ont imposé que la libération des otages soit des otages en vie et donc pas de corps. Il y aura une trêve de surveillance qui serait effectuée par les drones de Tsahal sur la partie nord de la bande de Gaza. Ça, c'est ce qu'ils disent. Il faudra voir si dans les faits, ils ne vérifient pas quand même beaucoup de choses. Des gens indiquent que pendant 2 semaines, dans la négociation, Israël a repoussé la proposition de base soumise par le Qatar qui prévoyait le retour de la population gazaoui vers le nord de la bande de Gaza. La crainte d'Israël depuis le début et la crainte de Netanyahou, qui, je vous rappelle, personnellement, a été très touché par la crise des otages. Je vais y revenir dans 2 secondes, mais je voudrais savoir qui a entendu parler d'Entebbe ici. Voilà. Et qui a entendu parler de comment Netanyahou a été affecté par Entebbe. Voilà. Donc, vous êtes tous très bien informés, mais pour ceux qui ne l'étaient pas, je vous rappelle qu'au moment de la prise d'otage d'un avion français d'Air France, il y a des dizaines d'années, cet avion a atterri à Entebbe. Il y avait eu une prise d'otage et à ce moment-là, Israël avait décidé de lancer un raid sur Entebbe pour sauver les otages. L'homme qui était en charge de la libération des otages était le frère de Netanyahou, qui est mort dans ce raid. Et Netanyahou, quand vous le rencontrez, quand vous l'interviewez, quand vous le faites parler, a toujours dit qu'il avait été extrêmement touché par ce qui était arrivé, c'est-à-dire cette prise de décision, faut-il lancer un raid pour libérer les otages avec le risque que ça capote, et son frère est mort dans cette prise de risque. Donc c'est quelque chose que Netanyahou, et je pense que c'est pas assez souligné publiquement par tous les gens qui analysent ce conflit, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. Il y a une dimension personnelle dans cette gestion de crise de Netanyahou qui est importante. Ensuite, pour en revenir au deal,
le chiffre qui a été proposé est visiblement accepté, et encore une fois, je ne détiens pas la vérité, donc pardonnez-moi si ce chiffre évolue, il y aurait 150 Palestiniens, prisonniers palestiniens, principalement des femmes qui seraient libérées par les Israéliens dans cette première négociation. On parle pour le moment de 50 à 60 otages, ça c'est le chiffre qui est donné publiquement. Je vous rappelle qu'il y a au minimum 240 otages. Donc, on est quand même dans un chiffre bien, mais petit. L'idée des Américains, parce qu'ils font vraiment une grosse pression, j'imagine, pour obtenir la libération des otages, c'est quoi? C'est d'obtenir, après ces 5 premiers jours, une espèce de statu quo d'arrêt, parce que Biden a quand même à gérer un sujet de politique intérieure. Alors, il va y en avoir de plus en plus à gérer. Je ne sais pas si vous avez évidemment vu ce sondage, mais il y a un sondage dans lequel les jeunes de 18-35 ans ont été interviewés. On voit très bien que entre le 7 octobre et aujourd'hui, le sentiment pro-palestinien est très majoritairement dominant dans la population jeune américaine, alors que le 8 octobre, il était favorable à Israël. On voit qu'il y a une inversion des droites, et donc on se dit que Biden, il y a une problématique de politique intérieure majeure. Alors, le problème des otages est un problème de l'élection présidentielle américaine, parce que dans ce conflit qui provoque tant d'émotions, où les débats sont tellement passionnels, où pour la première fois aux États-Unis, l'Amérique n'est pas complètement derrière Israël. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Où le Parti démocrate est complètement fragmenté sur le problème palestinien. Biden n'est pas soutenu par la gauche du Parti démocrate. Avoir des otages américains qui seraient tués devant une caméra, à mon avis, entraverait sans doute, comme ça s'est passé avec Carter sur l'Iran au moment des otages qui ont été, de cette opération militaire américaine qui avait échoué avec l'hélicoptère en Iran qui s'était abattu. Toute mort d'otages américains entraînerait sans doute un problème de politique énorme pour la réélection de Biden. Il sera certainement, s'il arrive quelque chose aux otages américains, jugé responsable. Et je vous donne ça en préambule pour vous expliquer rapidement que Biden et son équipe font de la libération des otages une priorité absolue. Au départ, le 7 octobre, après les massacres, Biden décide d'aller en Israël pour évidemment dire à Netanyahou « nous sommes avec vous », mais il va en Israël, pas simplement pour dire à Netanyahou « nous sommes avec vous », il va en Israël pour être sûr que Netanyahou ne va pas bombarder l'Iran. C'est sûr. On le sait, il y aura un jour quelque chose qui sera écrit sans doute sur les réunions qui se sont passées. Biden est parti avec son cabinet de 18 personnes en Israël et ils ont voulu calmer les Israéliens qui ne voulaient vraiment entendre personne et qui étaient dans un désir absolu de dire on va montrer au monde qui on est. L'Iran a frappé. Les premières réunions et les premiers spins qui ont été faits étaient sur l'Iran a financé, l'Iran a organisé, l'Iran est derrière les massacres du 7 octobre. Il y avait une volonté de riposter très fermement d'un point de vue international contre les responsables directs du 7 octobre. Les Américains ne voulaient pas de ça. Ensuite, la priorité, ça a été les otages, comme je viens de l'expliquer. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit surtout des otages américains qui vont être libérés. On ne sait pas. Je n'ai aucun élément. Ça peut être des Français. Je vous rappelle quand même que le ministre de la Défense était aussi au Qatar ce week-end. On ne sait absolument pas ce qu'il est dit. Les Américains communiquent plus que les Français. Il y a beaucoup de briefings qui sont faits. Quand vous connaissez le système de fonctionnement de la Maison-Blanche, du Pentagone, du département d'État, vous voyez bien en écoutant tous les briefings que parfois il y a des informations qui sont données. Les Français restent extrêmement silencieux et il y a une volonté, à mon avis, politique française de ne absolument pas communiquer sur le dossier des otages pour, comme le disent les responsables, tenter de préserver leur vie. Les Américains sont dans un système culturel différent où il y a beaucoup de journalistes qui sont sur le terrain, beaucoup de journalistes qui confrontent leurs sources aux responsables politiques américains, donc ils sont parfois obligés de répondre. Et donc, moi, je trouve qu'on a plus d'informations en regardant le côté américain que le côté français sur une négociation qui, au départ, doit évidemment être le plus secrète possible pour avoir des chances d'aboutir. Mais on sait quand même que les Américains ont joué énormément dans les négociations. Et personnellement, moi, j'aimerais vraiment comprendre cette histoire de qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux Américaines, cette mère et cette fille, sortent en premier. Pourquoi
comment ils ont fait pour avoir 2 Américaines? On entend évidemment beaucoup Biden, beaucoup Blinken, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je n'ai pas entendu Trump ou les républicains. Trump, Trump, il a toujours le même discours. Non, Trump parle, ce que je trouve très intéressant, c'est Trump a fait de manière objective beaucoup pour Israël. N'oubliez pas que les accords d'Abraham ont été faits par l'administration trumpiste, avec son gendre qui a été très impliqué dans les accords d'Abraham, Jared Kushner. Et Jared Kushner, qui ne parle pas beaucoup, a fait une conférence passionnante il y a 5 jours que j'ai écoutée, où vraiment, il disait, voilà, on est arrivé à une situation où c'est très, très compliqué parce que ce qui s'est passé le 7 octobre remet complètement en question tout ce qu'on essayait de faire pour la paix au Proche-Orient. D'un point de vue trumpiste, pour les militants de base, vous imaginez bien ce que Trump peut dire dans les meetings. D'un point de vue plus fin, parce que je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer Donald Trump et les hommes qui sont derrière lui, qui parfois s'avèrent faire des choses en diplomatie comme les accords d'Abraham, ce que personne d'autre n'avait réussi à faire avant. Le plus important, c'est le deal avec l'Arabie saoudite. Et c'est vrai qu'avant le 7 octobre, Israël était prêt à faire un deal avec un accord avec l'Arabie saoudite et que là, pour le moment, ce deal, pour différentes raisons, est gelé. Et donc, tout le monde se demande si justement les massacres du 7 octobre, qui ont été extrêmement bien préparés, organisés, financés, n'étaient pas aussi pour anéantir ce deal avec l'Arabie saoudite. Le 14 février 1989, Oui. Khomeini lance la fatwa contre Rushdie. Et pourquoi il la lance le 14 février 89? Parce que le 15 février 89, le lendemain, l'URSS se retirait d'Afghanistan et ça ouvrait sous les coups de boutoir, notamment de tous les groupes qui étaient financés par l'Arabie saoudite. Et donc, c'est assez documenté, notamment par Keppel. Pourquoi Khomeini lance cette fatwa le 14 février, le jour juste avant? C'est parce que pour les chiites, il était hors de question que les sunnites, l'Arabie saoudite en tête, empochent les succès de ce combat contre, contre les soviétiques. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire on a l'impression que c'est une répétition de l'histoire, c'est-à-dire que les Iraniens se disent on ne veut pas être sur le strapontin de l'histoire, on veut toujours être le leader du monde musulman, et donc il est important pour nous de faire capoter l'accord qui était en train de s'esquisser entre l'Arabie saoudite et les États-Unis et Israël, et donc, comme par hasard, c'est intervenu le 7 octobre. Oui et non. Je pense, et vous pouvez tous être en désaccord avec moi, je pense qu'il faut inverser notre analyse sur la temporalité des choses. C'est-à-dire que dans ce qui s'est passé le 7 octobre, il y a eu une analyse qui m'est apparue comme une analyse réactionnelle et qui est normale. Les massacres se sont passés, il faut réagir, analysons la manière dont les Israéliens réagissent, puis l'intervention à Gaza, analysons ce qui va se passer à Gaza, etc. Je pense que les gens qui ont fait le 7 octobre avaient déjà analysé tout ça. Et je fais partie des gens qui pensent qu'il y a 4 actes et que nous n'avons absolument pas vu le 4e acte. C'est-à-dire le premier acte, c'est organisation, préparation, planification, financement des massacres du 7 octobre. Deuxième acte, l'attaque du 7 octobre. Troisième acte, ces gens savent, en prenant des otages, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël. C'est un élément nouveau. Cet élément nouveau, avec des dirigeants qui ont extrêmement bien préparé et financé le 7 octobre, ils savaient qu'il y aurait à avoir une réponse non seulement israélienne très forte, mais internationale très forte. Et dans mon analyse non réactionnelle, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils savaient tout ce qui allait se passer. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour, encore une fois, comme des joueurs d'échecs, et les Iraniens sont des gens qui sont extrêmement bons là-dessus, qu'est-ce qui est prévu dans ce que j'appelle l'acte 4? À un moment donné, j'ai été très impressionnée, par exemple, par les vidéos que j'appelle des vidéos d'annonce de Nasrallah, qui a fait des vidéos sur les réseaux sociaux absolument hallucinantes. Je vous rappelle que Nasrallah, c'est le leader du Hezbollah au sud du Liban. Et on voyait Nasrallah qui, comme un publicitaire, apparaissait pendant 1-2 minutes sur les réseaux sociaux pour, avec une musique dramatique, dire vendredi, je vais parler, vous allez voir ce qui va se passer, etc. Et on était tous en train de penser, vendredi, il va annoncer que
le Hezbollah va commencer à tirer contre Israël. Ça ne s'est pas passé. Le calme de Nasrallah en ce moment est pour moi quelque chose qui me préoccupe parce que le Hezbollah, c'est l'Iran. Et si le Hezbollah commence à ouvrir un deuxième front au nord, on sera dans une histoire internationale très différente. Ce qui se passe aussi en Syrie, et ça, je trouve que c'est également peu dit dans les informations ici, il y a eu beaucoup d'attaques contre les bases américaines en Syrie. C'est depuis 3 semaines, un mois, avec mais vraiment des tirs de missiles précis sur les bases. Les Américains minimisent, mais ils en parlent quand même aussi quotidiennement. Ils ont dû protéger leurs soldats. Donc, c'est une région en effervescence. Et j'en reviens à cette partie de jeu d'échecs. Moi, je pense que les Iraniens, en ce moment, savent très bien ce qui se passe et savent très bien ce qu'ils font. Et donc, il faut quand même rester vigilant sur, au-delà de l'aspect émotionnel normal qu'on a tous sur les otages, regarder ce qui peut se passer dans ce chapitre 4 que j'appelle le chapitre inconnu. Et vous pouvez être en désaccord avec moi. Dans ce chapitre 4, moi j'étais très intéressé par le sommet de Riyad. Parce qu'en fait, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rappelé leurs ambassadeurs, pour ceux qui en avaient. Ils ont fait une déclaration un peu lénifiante, mais qu'est-ce qui s'est passé? Merci Blinken. Voilà, non, d'accord. Mais c'est-à-dire que. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qui se bien sûr. Si Biden est très vieux, l'équipe derrière n'est pas vieille et a vraiment envie qu'on ne rentre pas dans une 3e guerre mondiale et dans un conflit contre l'Iran. Voilà. Après, on peut être en accord ou en désaccord avec ça, mais les Américains sont quand même des gens qui sont très partie prenante dans ce qui se passe et avoir 2 conflits, même 3 potentiels pour l'année 2024, ce n'est pas possible. Je parle en analyste américaine, si j'ose dire. Si vous avez un monde où vous avez Poutine qui en ce moment n'a pas cédé sur l'Ukraine, et on voit bien ce qui se passe en Ukraine, avec l'Ukraine qui est en difficulté. Si vous avez un Proche-Orient très déstabilisé avec la menace iranienne, incontrôlable, tant l'émotion est grande et justifiée de part et d'autre, souvent. Tant que vous avez la menace avec Taïwan, n'oubliez pas les Chinois aussi, même si Biden, qui a rencontré Xi à San Francisco, a essayé d'apaiser les choses, on est dans un monde très instable et donc les Américains essayent de faire en sorte que, je m'excuse d'employer cette expression, ça n'explose pas de tous côtés. C'est-à-dire un calme qui n'est pas le calme idéal, mais surtout pas d'affrontement direct contre l'Iran. Moi, je pense que c'est ça. Et je pense que sur l'Arabie Saoudite, pour en revenir à ta question, l'Arabie Saoudite, c'est un pays très important avec les Américains qui soutiennent d'une certaine manière les Saoudiens, qui en ont aussi besoin. Et donc, tout le monde essaye de calmer le jeu pour que ça ne s'enflamme pas. Et ils arrivent à avoir une certaine influence sur Netanyahou. Tu as dit qu'ils étaient. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est au lendemain du 7 octobre, quand vous reprenez la liste et que vous connaissez encore une fois le fonctionnement de la Maison-Blanche, de voir la délégation, les noms de la délégation qui accompagne Joe Biden en Israël. Normalement, un président américain part avec ses 5 ou 6 conseillers les plus proches dans une situation de crise pour essayer, avec le secrétaire d'État, avec le secrétaire du Pentagone et avec des diplomates avisés, de dire, voilà, on est dans une situation de crise, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Là, il n'est pas parti avec 5 ou 6 diplomates, il est parti avec un cabinet de guerre. C'était impressionnant. Il y a les 18 personnes les plus importantes du département d'État, du Pentagone, du cabinet de Biden, qui étaient avec Biden pour aller en Israël, et ils ont rencontré le cabinet israélien. On ne sait pratiquement rien de ce qui s'est dit, mais c'était vraiment les 2 gouvernements et les 2 cabinets les plus importants l'un en face de l'autre. Et d'après quelques fuites, Netanyahou, au départ de la discussion, était très énervé en disant « Vous n'avez rien à nous dire parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que nous venons de subir lors des massacres du 7 octobre. C'est la pire chose qui est arrivée depuis la création de l'État d'Israël. » Et les Américains, notamment avec Blinken, je vous rappelle que Blinken
a été élevé par Samuel Pisar, que Blinken est très attaché à la communauté juive. Et il y a beaucoup d'échanges qui auraient eu lieu où les Américains ont vraiment essayé de tempérer les ardeurs de Netanyahou. Et je pense que les Américains sont parvenus à faire en sorte que ça n'explose pas. L'envoi immédiat du porte-avions dans la région a été quelque chose d'important aussi. Le soutien américain a été très vite, très fort, et Biden a été quand même très bien, à la fois dans la manière de gérer la crise et aux États-Unis aussi dans sa manière d'apparaître comme quelqu'un qui ne panique pas, qui calme les choses, qui fait un discours à la nation en se présentant un peu comme le papy, ne vous inquiétez pas, je suis vieux, je sais, mais je vais quand même essayer de calmer les choses. Et dans ce rôle, on l'a vu d'ailleurs dans des études d'opinion qui ont été faites, il a parfaitement réussi. Moi, j'étais sidérée de voir au lendemain de l'intervention de Biden à la Nation, les éditorialistes de Fox News dire « il est formidable Biden, il a dit ce qu'il fallait ». Ça n'était jamais arrivé. Là, j'ai quand même vécu Fox News disant du bien de Biden sur la suite. Oui, non, il est assez impressionnant. Il est vieux, mais il peut être impressionnant sur pas... des crises, mais il vient de fêter hier ses 81 ans. Il a des moments d'absence, mais sur ce conflit et sur la gestion de la crise, je pense que Biden a été pour le moment très bien. Netanyahou en face, c'est quoi le pouvoir réel qu'il a aujourd'hui? Alors, je ne suis pas encore complètement au fait de tergiversation qui se passe au sein du cabinet Netanyahou, mais je pense, en parlant avec des Israéliens, il y a toujours cette phrase qui revient quand vous parlez en ce moment aux Israéliens. C'est pas le moment d'être divisé, c'est le moment de rester unis. Il y a un choc terrible. Il y a un choc terrible au quotidien. Chaque Israélien a un enfant qui est en ce moment à Gaza ou connaît quelqu'un qui a un enfant à Gaza. Et donc, les discussions qu'on peut avoir sur est-ce que Netanyahou va rester, que va-t-il se passer, etc., les Israéliens vous disent c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un, la libération des otages, deux, que nos gamins reviennent, si possible, en vie de Gaza, et après on parlera. Je pense que Netanyahou sait que c'est terminé pour lui. D'ailleurs, il l'a plus ou moins dit. Il y aura de toute manière dans la démocratie israélienne des commissions d'enquête qui seront faites pour savoir quel est le degré de responsabilité des responsables israéliens sur les massacres du 7 octobre. Je fais partie des gens qui considèrent que c'est une aberration d'avoir laissé une rave party avec 250 mômes danser toute la nuit à 6 km de la frontière de Gaza sans protection. Ça n'a aucun sens. Il y aura à un moment donné des gens qui voudront des explications par rapport à ça. Et le fait que l'armée ait quand même mis du temps pour arriver, que cette fête ait été organisée sans protection, et surtout ce qui m'a impressionné, et là-dessus je vais vous parler de mon expérience à Gaza, c'est qu'il n'y a pas eu de fuite palestinienne sur ce qui allait se passer. Ou alors les services de renseignement n'ont pas été écoutés. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que les Israéliens ne réussissent plus à infiltrer Gaza tellement c'est radicalisé, ce qui est possible. Et donc, le Hamas a réussi depuis 2015-2016 à éliminer tous les informateurs. Ou, et là, c'est véritablement un échec, et c'est horrible de dire ça, mais on peut quand même le dire, de ce qui faisait la fierté d'Israël, c'est-à-dire la capacité d'infiltrer les Palestiniens, parce que ça s'est préparé, cette opération. Hein. Quand vous voyez les témoignages de ces deux femmes de 80 et 85 ans qui sont sorties, qui racontent à quel point ça a été dans les tunnels, les salles préparées, la nourriture préparée, les gens leur amenant des médicaments, etc., tout était extrêmement bien préparé. Il n'y a pas un infiltrateur des services israéliens qui est capable de dire attendez, il se prépare quelque chose et regarde, on a vu des drones qui étaient en train de s'entraîner, on a vu des types en parapente. Ça, c'est quelque chose, moi, que je ne comprends pas. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a eu des infiltrateurs, mais est-ce qu'au plus haut sommet de l'État israélien, ils n'ont pas été entendus? Les commissions d'enquête le diront, mais quand vous parlez aux Israéliens que vous abordez ce problème, les Israéliens vous disent c'est trop tôt pour faire ça. Et il ne faut pas faire ça maintenant. Et personnellement, je pense qu'ils ont raison. Ce n'est pas l'histoire pour le moment. L'histoire, c'est d'avoir un pays uni par rapport à une situation qui reste tendue et qui peut aussi se tendre dans les prochaines semaines. Juste une dernière question avant de passer la parole à la salle. Moi, ça m'intéresserait de t'entendre parler sur la petite année qui va s'écouler
jusqu'à l'élection américaine. Et d'après toi, qu'est-ce qui peut se passer? On a le sentiment que rien n'a encore démarré. Et comment les choses peuvent évoluer? Est-ce que le parti wokiste peut prendre de plus en plus d'importance? Ah oui. Est-ce que le parti suprémaciste, parce qu'il y a aussi des gars qui sont assez étonnants là-bas, peut aussi gonfler en nombre? Et donc, comment ça va impacter à court terme l'élection américaine? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer? Et puis, comment ça peut impacter à plus long terme le devenir des États-Unis en tant que tel et dans leur relation à Israël? Alors, l'élection américaine est dans un an. Quand vous êtes américain, un an, c'est une éternité. Il peut se passer tellement de choses avec deux candidats qui ont plus de 78 ans. Non, mais tout le monde dit Biden est très vieux, etc. Mais Trump est très vieux aussi. Trump, il a 78 ans. Trump, dans ses meetings, quand vous le suivez régulièrement et quand vous l'écoutez, il y a aussi des petits décrochages qui commencent à se passer. Par moments, il confond les noms, par moments, il fait des pauses, etc. Donc, on est pour la première fois dans la démocratie américaine face à deux candidats qui sont des candidats du troisième âge. Donc, je dis, l'élément santé est aussi un élément déterminant. La deuxième chose, c'est qu'à l'heure actuelle, si l'élection avait lieu aujourd'hui, tous les sondages montrent qu'on n'aurait pas les résultats de l'élection à minuit. On aurait les résultats de l'élection après du recomptage parce qu'on est dans du 47-48. Sans doute, Trump a un léger avantage en ce moment, mais l'histoire et la manière dont Biden vient de gérer la situation de crise israélienne le fait un peu progresser. En tout cas, l'Amérique est profondément divisée et Jean-François a raison de rappeler que la division du Parti démocrate sur cette histoire israélienne va provoquer, à mon sens, un affaiblissement des démocrates. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe sur les universités, on voit ce qui se passe avec un candidat qui est vraiment maintenant le candidat wokiste et qui fait une très bonne campagne, qui s'appelle Kennedy, qui est le neveu de Kennedy. Je vous signale que Kennedy est parti à 2% il y a 6 mois. Hier, il était à 22% dans les sondages. Il va sans doute se présenter comme candidat indépendant. Et un candidat indépendant dans l'Amérique radicalisée qui capte à peu près 15 à 20% de gens qui votent, il ne faut pas le négliger. Après, il peut y avoir des surprises. Ça peut vous étonner, mais les deux finalistes actuels présumés ne seront peut-être pas les deux finalistes dans un an. Voilà. Et à plus long terme, la transformation de la sociologie américaine, c'est-à-dire ceux qui font des études supérieures, ils prétendent à gouverner le pays. À tort, sans doute, mais enfin, en tout cas, ils prétendent à gouverner le pays. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer une Amérique dans 20 ans, ou même avant, un peu plus wokiste, quoi? On peut imaginer une Amérique trumpiste ou une Amérique wokiste. Et je pense que l'Amérique est toujours un révélateur de ce qui se passe 4 ans avant dans toutes les sociétés. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que les gens eh bien, ne votent plus. Ils sont dégoûtés par les politiciens. Ils se disent ce n'est plus possible. La classe moyenne a beaucoup de mal à joindre les deux bouts dans une société qui n'est pas la société française avec le système d'assistanat qu'on connaît. Et moi, je suis très marquée par, la paupérisation de la classe moyenne, la petite classe moyenne, la colère des Américains et la radicalisation des Américains. C'est-à-dire que cette semaine, c'est Thanksgiving, ce qui est la fête américaine la plus importante aux États-Unis, où le 3e jeudi du mois de novembre, c'est plus important que Noël, c'est plus important que Kippour, c'est plus important pour les Américains que tout. Il faut une fois par an se retrouver pour Thanksgiving, le pays s'arrête. Eh bien, depuis 2 ans, si vous êtes démocrate et si vous êtes républicain, vous n'allez pas au même Thanksgiving. Ce n'est plus possible parce que ça va exploser à table. Et ça a commencé en 2018 et 2019 avec Trump et aussi ensuite, ça s'est radicalisé avec la pandémie. L'Amérique se radicalise. Il y a vraiment 2 Amériques qui ne s'habillent plus pareil, qui ne mangent plus pareil, qui ne pensent plus pareil, qui ne discutent plus pareil. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus inquiétant dans une démocratie. Et encore une fois, moi, je ne suis pas du tout devin en politique, mais je trouve que ce qui se passe aussi dans des démocraties européennes prend le pas sur ce que l'Amérique est en train de nous montrer. Est-ce que l'Amérique va résister à cette radicalisation wokiste et trumpiste? Je ne sais pas. C'est pour ça que Kennedy est intéressant, parce qu'il y a quand même 19 ou 20% de gens qui veulent autre chose. Et ben, sur cette Voilà. perspective
bon, qui va nécessiter qu'on s'implique en Alors, France. je pense hein. que chaque personne doit s'impliquer, chaque personne doit prendre ses responsabilités, chaque personne doit se dire, et je défends une idée d'activisme maintenant qui est un activisme politique, chaque personne à son petit niveau doit faire quelque chose pour préserver la démocratie. Parce que dire ils sont tous pourris, je ne vote pas, ce n'est Ah non, plus c'est pas bon, suffisant. ça. C'est fini ça. Si vous ne votez pas et si vous considérez que les politiques sont pourris, ne vous plaignez pas de ce qui va arriver un jour ici. C'est sûr. Et si vous n'agissez pas, et si vous ne dites pas à vos enfants, il faut aller voter, et il faut se mobiliser, et il faut peut-être essayer de prendre des responsabilités, et il faut peut-être au sein de votre université, de votre école, de votre association, faire quelque chose, comme un peu vous faites ici, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que les gens déterminés, les gens radicaux, ils votent, ils sont mobilisés, et ils sont de part et d'autre assez forts en général pour avancer sans problème. Et n'oubliez jamais que les pires dictatures dans l'histoire sont toujours arrivées légalement. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Et donc, nous allons passer la parole à la salle. Une question là, d'abord. Vous pouvez parler sans micro, il faut un micro. Oui. Oui, alors je suis américaine, donc je m'impose souvent un devoir de réserve sur la politique française. Je dirais simplement que je fais partie des gens qui ont été très déçus par le fait qu'Emmanuel Macron ne participe pas à la marche contre l'antisémitisme dimanche. Je pense qu'il aurait dû y aller. Maintenant, sur mon analyse de la situation française, je pense que le pays est en train de se radicaliser complètement, avec une nouvelle génération très intéressante quand même à observer, avec des gens qui ont vraiment du talent et qui sont forts et qui savent très bien communiquer leurs idées. Et puis, je suis assez frappée par, dans cette jeune génération, des gens assez courageux. Par exemple, Gabriel Attal, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est intéressant en ce moment dans sa manière de se positionner sur un certain nombre de sujets. Je pense que dans l'extrême droite, Bardella, quand vous le mettez sur un plateau de télévision, c'est très efficace. Et il y a une jeune génération qui est en train de monter pour 2027 qui, qui est là. Maintenant, sur la situation politique française, je dis que j'ai vécu 30 ans aux États-Unis. Je suis rentrée depuis 3 ans en France et c'est toujours un pays qui m'étonne chaque jour un peu plus. Oui, monsieur. Non, madame. Madame, oui. Vous vous levez pour la. Ouais. Alors, sur Israël, je vais être plus généraliste dans ma réponse. Je pense qu'il faut toujours analyser ce qui se passe dans les démocraties en regardant la démographie et la recomposition démographique. Et il y a Israël qu'on aime, enfin, que moi j'aime, Golda Meir, Ben Gurion, cet Israël qui nous a tellement inspirés. Est-ce que c'est le Israël 2023 avec tout ce qui s'est passé depuis 20 ans d'arrivée de gens, de Russes, de gens très religieux, d'un courant qui existe? Mais est-ce que c'est aussi il faut soutenir Israël parce que le Israël 2023 doit être soutenu. Est-ce qu'on doit essayer démocratiquement d'avoir des débats pour que le Israël 2023 ne tombe pas dans l'extrémisme? Oui, mais ça a changé et c'est plus le même qu'en 1948, c'est sûr. C'est ma seule réponse que je peux faire. Alors. Oui. Oui. Oui.
Oui, et vous avez tout à fait. Alors, oui, 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 bien sûr. Ouais. Alors, monsieur a tout à fait raison de le dire. C'est très inquiétant. Je n'ai jamais vu aux États-Unis inquiétant. Je n'ai jamais vu aux États-Unis ce qui se passe. Ce phénomène des universités américaines est inquiétant à double titre. Premièrement, il y a une génération qui est déterminée et qui considère que les Palestiniens doivent être absolument défendus et qu'Israël commet, je cite les manifestants, un génocide. Deuxièmement, moi, ce qui m'a beaucoup choqué et qui me choque vraiment, c'est des scènes que j'ai vues qui sont pour moi d'une violence insoutenable sur des gens qui s'accrochent à des poteaux pour empêcher d'autres gens d'enlever les posters des otages. Et ça, c'est partout là. À New York, c'était saisissant. Ils ont été obligés de mettre les photos des otages, des photos de gens kidnappés, entourés de choses pour que les gens ne les enlèvent pas. Il y a des débats extrêmement vifs, virulents, qui se passent entre les gens qui déchirent les posters et les gens qui protègent les posters. Et on sent qu'il se passe quelque chose aux États-Unis sur le sujet israélien qui ne s'est jamais passé avant. Parce qu'avant, l'Amérique, comme je vous le disais tout à l'heure, était complètement pro-israélienne. Là, il y a une division dans les jeunes générations, il y a une division très profonde dans la communauté juive. Moi, j'ai eu une discussion très animée avec un ami qui m'a expliqué qu'il faisait partie de la manifestation qui a été à Grande Centrale pour soutenir les Palestiniens. Cette manifestation s'est mal déroulée à la fin et il y a vraiment eu des heurts, il y a vraiment eu des cris qui n'auraient pas dû être prononcés. Il y avait beaucoup de juifs américains dans cette manifestation. Et dans les juifs américains en ce moment, il y a un sentiment que le Israël actuel est un mauvais Israël, ils le disent, et qu'ils se doivent, au nom de ce qu'ils considèrent être la justice, les droits de l'homme, ils ont un discours qui est vraiment là-dessus, défenseurs d'un peuple opprimé. C'est des gens qui, en général, n'ont jamais été à Gaza. C'est des gens qui, en général, connaissent mal Israël, mais qui ont une vision très idéaliste de défendre les gens opprimés et qui sont très mobilisés. Et la jeunesse sur les universités américaines fait partie, à mon sens, dans l'ensemble de ce mouvement. Il y a une génération de jeunes aux États-Unis qui se bat pour la cause climatique et qui se bat aujourd'hui pour la cause palestinienne en disant c'est un peuple opprimé, c'est terrible, on ne peut pas laisser faire ce qui se passe et on doit absolument les défendre. Cette génération, vous avez raison, prendra le pouvoir et cette génération va compter. Et c'est le nouvel élément qui apparaît aux États-Unis en ce moment. Alors, je voudrais simplement dire aussi que les États-Unis ont riposté hier à la Chambre des représentants de manière unanime. Démocrates et républicains ont voté pour cesser le financement à 14 universités américaines. Et donc, ça va vite aussi. Hein. La riposte a été vite. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. Là, attention, vous tenez des discours antisémites, vous faites l'apogée d'un mouvement terroriste comme le Hamas, vous recevez de l'argent de l'État. Si vous ne condamnez pas sur votre université ce qui se passe, on coupe le budget. Ça s'est fait pour 14 universités la nuit dernière. À droite. Oui. Oui. Ah ben. Alors moi, je ne sais absolument pas. Je sais simplement que j'ai passé beaucoup de temps la semaine dernière à essayer d'analyser par nationalité qui y avait. Et j'étais très surprise de beaucoup de chiffres. Par exemple, les Thaïlandais. Il y a beaucoup de Thaïlandais. Parce qu'il y avait beaucoup de Thaïlandais qui travaillaient dans les kibbutz et qui ont été pris. Il y a beaucoup de Colombiens. Il y a 2 Tanzaniens. Il y a vraiment des gens du monde entier. Il y a 7 Russes officiellement. Il y a des gens qui ont la double nationalité. Et donc, on ne sait pas véritablement le nombre des otages. Encore une fois, les Israéliens disent 240, mais il peut y en avoir 500 comme il peut y en avoir 150. Il n'y a pas un chiffre véritablement précis sur le nombre d'otages. Oui.
C'est la solution souhaitée par l'administration Biden. Ils n'arrêtent pas de répéter qu'à un moment donné, il faudra les 2 États. Est-ce que ce sera accepté? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer à Gaza dans un an? On ne sait pas. Est-ce que ça va être l'ONU qui va administrer Gaza? Est-ce que l'autorité palestinienne va devoir reprendre Gaza? Netanyahou ne cesse de répéter qu'il est hors de question pour les Israéliens de réoccuper Gaza, mais l'effort de reconstruction va devoir être important. Qu'est-ce qui va se passer pour Gaza? Ça fait partie des interrogations. On est sous nos yeux, à l'époque de l'information continue, dans une recomposition totale de cette partie du monde, et on ne sait absolument pas quelle partie du monde sera créée sous nos yeux. Bam. Oui. Ah, donc c'est une bonne nouvelle. Alors moi, oui, moi je vais pas me prononcer là-dessus parce que j'ai pas les faits et donc je préfère attendre de savoir combien il va y avoir d'otages libérés et de voir combien il va y avoir de Palestiniens libérés. Je pense simplement qu'il y a toujours eu dans la politique israélienne une devise: on récupère notre otage. Et je vous rappelle quand même que ce soldat franco-israélien Gad Shalit, il y avait 2 ou 3 000 prisonniers palestiniens qui ont été libérés pour récupérer après 5 ans de captivité Gad Shalit. Donc, les otages, c'est la priorité. Maintenant, je ne peux pas répondre. Mais, vu le contexte, chaque vie est une vie de gagner. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas. Je préfère vous dire je ne sais pas. Oui. Il a le droit. Ouais, très bien. Je pense que ce n'est pas nouveau et que le problème des colons est un problème extrêmement important depuis des années. Moi, je peux vous dire qu'en 2002, j'ai été à Ramallah et j'étais sur les collines de Ramallah pour une chaîne américaine et je me souviens d'avoir fait un reportage dans des villages palestiniens où j'ai vu des gens absolument désespérés parce que leur grand-père, arrière-grand-père avait planté des champs d'oliviers et que dans la nuit, les colons israéliens étaient venus brûler les champs d'oliviers. Et il n'y avait plus d'olives, qui était évidemment la ressource principale de ce village palestinien. Vous vous interrogez là-dessus. Je veux dire, et à un moment donné, il ne faut pas se raconter d'histoire. Vous êtes dans un village palestinien, le village vit depuis des décennies sur les olives, et vous arrivez, vous êtes journaliste, ils vous montrent les troncs d'arbres décapités d'oliviers centenaires par des colons qui disent ils ne doivent pas être là et c'est la seule manière de les faire partir. Vous imaginez ce que ça peut créer dans la tête d'un enfant de 5 ans, 6 ans, 10 ans, etc., qui est là, qui n'avait comme perspective que de voir son grand-père cultiver son champ d'olives et on lui dit maintenant tu ne pourras plus, c'est fini. Voilà, les colons, on le sait, enfin en tout cas dans la communauté libérale, les colons sont des gens qui ont des idées et qui sont en Cisjordanie. Et qui sont réarmés en ce moment par... Mais on est... Mais regardez ce qui s'est passé regardez ce qui s'est passé dans les rues d'Israël. Le pays était proche de la guerre civile. On était déjà au bord de la guerre civile. Donc, il y a un problème de la société israélienne avec, encore une fois, une vision. Et moi, je dis toujours que les massacres du 7 octobre ont touché des gens aussi qui étaient dans le camp de la paix. Bah ouais, surtout. Faut quand même le rappeler, qui avaient des jardiniers palestiniens qui les invitaient à déjeuner. Il y a eu des rapports disant que c'était vraiment des gens qui essayaient de faire à leur niveau propre la paix, qui croyaient
à la cohabitation, à la solution des deux États, etc. Il y a une partie de la population d'Israël qui ne veut absolument pas ça. Monsieur, il sort. Non, il y en a plus. Non, il faut surveiller Nikki Haley. Bah, Biden, vous la connaissez. Trump, soutien total, inconditionné. Trump est très juif. N'oubliez pas que sa fille s'est convertie au judaïsme. Et dans le bureau de Trump à New York, il avait une Torah sur une bibliothèque. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très pro-israélien, toujours. Il est le courage du peuple juif, le courage du peuple israélien. Il le disait souvent, il le dit toujours dans ses meetings. Il est vraiment très, très pro-israélien. Donc Trump, bah, il a une position qui sera celle de défendre toujours Israël. Ensuite, Kennedy, ben, il représente cette Amérique wokiste, c'est-à-dire une Amérique pro-palestinienne qui considère qu'Israël commet en ce moment des exactions épouvantables à Gaza, qu'il y a une crise humanitaire sans précédent, et donc il rallie aussi cette Amérique wokiste. Nikki Haley, ce sera plus mesuré, mais elle est prudente en ce moment. Oui. J'ai aucune information là-dessus. J'ai simplement écouté de nombreux briefings israéliens au plus haut niveau disant, et je me souviens de cette phrase, ayant organisé, financé, préparé le massacre du 7 octobre. Ce que les Israéliens ne cessent de dire. Après, moi, je n'ai jamais été en Iran et je n'ai pas été voir les responsables iraniens pour leur dire est-ce que vous avez organisé, hein. Donc, je dis simplement que les Israéliens sont convaincus que l'Iran a financé, préparé, organisé, soutenu les gens qui ont fait les massacres du 7 octobre. Donc, tous les briefings après les massacres du 7 octobre, c'était rappelé en vidéoconférence, au téléphone, par communiqué à tous les journalistes. Jacqueline. Oui. Oui, parce que le risque d'un conflit, le risque. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de l'Iran, encore une fois. Et ouais. Non. J'aimerais vous apporter des précisions, mais je n'aime pas parler d'endroits où je ne suis jamais allée. Je ne suis jamais allée en Iran. Par contre, j'ai suivi toutes les négociations faites par l'administration Obama sur le deal nucléaire iranien, qui a suscité de nombreuses polémiques. L'administration Obama considérait qu'il fallait un deal nucléaire et ils ont, de 2014 à 2016, avant l'arrivée de Trump, fait un accord avec les Iraniens. Quand Trump est arrivé à la Maison-Blanche, Trump a dit les Iraniens se foutent de tout le monde et ils sont en train de construire une bombe nucléaire, donc on va se retirer du deal nucléaire iranien. Ce que Trump a fait, les pro-obamiens considèrent que c'est une erreur politique fatale parce que ça n'a pas permis de maintenir un dialogue avec les Iraniens. Les pro-Trump considèrent que Trump a protégé Israël. Moi, je ne peux vous apporter que cette réponse. Je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer en Iran,
Il y a beaucoup de remous en Iran. Les gens qui ont été en Iran vous disent qu'il y a un système qui est en place de 30 000 personnes qui se cooptent entre eux, qui ne prennent aucune décision à la légère, que c'est un système extrêmement intelligent, sophistiqué. Il y a aussi les manifestations que vous avez vues de ces femmes qui bougent, mais en même temps, il n'y a pas eu vraiment de renversement du pouvoir. Je ne peux pas vous parler de l'Iran comme je pourrais vous parler de l'Amérique ou de la situation actuelle. Oui. Non, je pense pas. Je pense que la peur militaire, quand vous écoutez encore une fois les briefings, c'est l'ouverture d'un deuxième front. Hein. C'est vraiment ça. Et il y a quelque chose aussi qui, à mon avis, n'est pas rappelé. Il y a la situation de la Cisjordanie qui est quand même très très sensible, hein, et on voit que Tsahal est en train de faire des opérations militaires tous les jours dans des villes de la Cisjordanie comme Tourkarem qui sont des bastions du Hamas, il y a il y a beaucoup de blessés, il y a des morts, donc ça faut vraiment surveiller la situation de la Cisjordanie. Il y a la situation au nord avec cette crainte que le Hezbollah n'intervienne. Et il y a, et moi c'est ça qui m'étonne récemment depuis 3-4 jours, il y a quand même les roquettes qui continuent à arriver sur Israël. Hein. Hier, il y a eu des alertes sur plusieurs villes, dont Tel Aviv. Donc ça veut dire qu'ils ont encore des armes qui sont capables de tirer sur Israël. Pour le moment, il y a le dôme de fer, mais imaginez le scénario catastrophe où vous avez un front nord avec des milliers de roquettes prêtes qui arrivent. Il y a aussi la Syrie qui est dans cette situation sensible que je rappelais avec de nombreuses attaques qui sont faites contre les bases américaines. Donc, militairement, ils sont à Gaza, ils sont sur place pour essayer de faire en sorte de libérer les otages, mais il ne faudrait pas l'ouverture de plusieurs fronts simultanés. Je ne pense pas. Oui. Oui. Alors, c'est une bonne question. Je vais vous répondre par une autre question et je n'ai pas la réponse. Est-ce que Poutine savait? Moi, c'est mon interrogation. Est-ce que les Russes savaient ce qui allait se passer? Et d'une certaine manière, et de manière machiavélique, et là je suis dans l'opinion, je ne suis pas dans le factuel, on pourrait aussi se dire que il ne faut pas oublier ce qui va se passer en Ukraine là, dans les semaines qui viennent. Hein. Parce que dans... J'entends pas, tu n'es pas d'accord? Mais je pense qu'il y a un détournement de l'attention médiatique qui s'est fait sur, avec évidemment justesse, ce qui s'est passé le 7 octobre, mais dans cette ère folle d'informations continues, une crise chasse l'autre, un breaking news chasse l'autre, et pendant 2 jours, breaking news, le micro, et puis pendant 3 jours, breaking news, le verre, et puis on oublie ce que le micro devient. Il faut faire attention à ça, et je pense que Poutine comprend très bien ça. Oui, voilà. Et donc, pour répondre à votre question, d'une certaine manière, dans la recomposition mondiale qu'il fait avec les Chinois et les Iraniens sans doute, et les Turcs, il y a des éléments certainement intéressants. Je pense que la temporalité qu'on a, nous, en Occident, n'est pas la même que la leur, aussi. Ouais. Oui, vraisemblablement. Mais on ne sait pas, parce qu'il peut y avoir un sentiment d'unité nationale. La commission d'enquête va être terrible. Oui, mais ce n'est pas le moment, la commission d'enquête. Ouais. Oui, mais Benny Gantz peut être un homme qui peut rallier. Il peut y avoir un gouvernement d'union nationale. Il y a quand même la force de la démocratie israélienne, où tout le monde étant touché, chacun se réunit dans un sentiment d'unité pour faire au mieux. Et ils sont dans ce moment, je crois. Mais oui, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va... Moi, je pense que la question sur la Cisjordanie, c'est savoir si Abbas va rester ou pas.
Qu'est-ce qui se passe si les Américains et les Israéliens vont dire à Abbas, maintenant vous vous occupez de Gaza? Il n'est pas très capable. Hein. Bah, on s'en sait rien, mais Il y a- il y a- il y a et il y a quelqu'un- qui derrière? c'est ça. Hein. Le problème de la corruption qui s'est passé pendant des années, qui aboutit à aussi cette radicalisation, etc., c'est un problème qu'à un moment donné, les Palestiniens doivent prendre en charge. Oren. Oui. Oui. Oui, la prise d'otage du bateau est absolument incroyable. Ouais, moi, ce qui m'a frappé, c'est. Alors, je pense que le Yémen, évidemment, c'est une guerre. Et là, pour le coup, il y a l'Arabie Saoudite derrière, hein, puisque l'Arabie Saoudite est partie prenante dans la livraison d'armes pour lutter contre l'Iran à travers le Yémen. Donc, c'est ce qui s'appelle proxy war, c'est-à-dire à travers un État de grande puissance s'affrontent. Le Yémen, il faut surveiller. Moi, ce qui me frappe dans l'attaque du Yémen, et ça, je pense que c'est nouveau, parce qu'il peut y avoir un scénario catastrophe avec aussi des attentats qui se passent dans les démocraties, hein, qui font que d'un seul coup, la situation interne devient aussi le news du moment et qu'on oublie ce qui se passe ailleurs. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus le négliger. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette communication du terrorisme qui a complètement changé et qui fait partie de l'histoire depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, plus que jamais, ont décidé de filmer leur acte de terreur et qui sont fiers de mettre ça sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on n'a jamais été à ce niveau-là, avec cette amplification-là, confronté à cela et que ça fait partie aussi d'un élément important à prendre en considération dans l'histoire. Parce que juste un point là-dessus, c'est qu'en fait, on dit que c'est des nazis, mais pas du tout. Parce que, en fait, les nazis, ils avaient commencé par les Einsatzgruppen, d'accord, donc ils prenaient l'allemand ou le polac ou l'ukrainien du coin, et donc ils mettaient les juifs dans des fosses et ils les tiraient dessus. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gars ne tenaient pas le choc. Donc ils se sont dit, c'est très différent, les mecs ne tenaient pas le choc. Donc ils se sont dit, il faut quand même qu'on trouve une solution industrielle. Ce qu'ils ont fait, c'est pas la solution finale. Là, c'est très différent. Exactement, c'est très différent. C'est-à-dire, là, ils sont très, très contents et ils sont prêts à recommencer. Donc, c'est vraiment une psychologie du mal diabolique qui et de fierté, et de fierté, des années-lumière de celle du nazisme. De fierté de tuer. Mais vraiment, de fierté de tuer et de communiquer sur la manière dont ils tuent. Ah oui, c'est ça. Attendez. Oui. Mais moi, je pense que, enfin, je vais peut-être sans doute vous choquer, mais je pense qu'il y a un problème énorme de communication. Je trouve que ce qui est absolument terrible, c'est que de victimes, Israël est désigné coupable depuis le 7 octobre et qu'ils n'ont pas, pour le moment, et on les comprend parce qu'effectivement, encore une fois, toutes les familles sont touchées, il y a beaucoup de choses. Il faut imaginer ce que c'est d'être dans un pays où chaque famille a un enfant qui va sur le front, etc. Il y a quand même, ils n'ont pas réussi à riposter en termes de communication, ce message venant des États-Unis, mais venant de France, venant d'Europe, etc., de vous êtes coupable, de toute manière, ce qui vous est arrivé, c'est bien fait pour vous, et nous, on soutient la cause palestinienne. Et ça, ils n'arrivent pas à trouver la réponse et la riposte à ça. Non, mais on est dans une explication politique sur laquelle moi je ne m'aventurerai pas. Je pense que des gens comme Keppel, des sociologues travaillent là-dessus, mais le problème de l'extrémisme religieux est quelque chose qui nous touche tous et qui est notre guerre à nous tous. Depuis, on n'a jamais connu ça, c'est-à-dire qu'on peut tous être touchés par ce qui se passe. Oui, madame. Oui.
Ouais. Ouais. C'est une crise très forte. Je suis d'accord avec vous. Inspirer des dizaines de gens. Inspirer des dizaines de gens. Yeah. Pas d'autre choix. Ah oui. Moi, le quatrième acte, je ne le connais pas. Non, parce que je ne peux pas finaliser ma pensée sur le quatrième acte. Mais attends, c'est une question, c'est un point Important. assez fort Oui. parce que, en fait, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi le Hezbollah, donc, on est d'accord, ils étaient tous au courant. Ok, donc, on arrête les conneries, ils étaient tous au courant. Un. Deux, pourquoi le Hezbollah n'a pas choisi, au même moment que le Hamas, de déclencher la même opération au nord? C'est évident. Donc, quelle est la rationalité de l'affaire? Ces gens sont extrêmement rationnels, il y a une intelligence du mal. Peut-être c'est vous qui nous donnez la piste, c'est-à-dire, peut-être que l'Iran, si l'Iran avait imaginé que les Israéliens les attaquaient, ce n'était pas nécessaire, au contraire, que le Hezbollah rentre par le nord. Peut-être c'est ça la piste. Et c'est pas par hasard que, comme ce que tu dis, qu'est-ce que fait Blinken? Il va tout de suite voir Netanyahu et dit non, l'Iran, on touche pas. C'est possible, mais on est dans les C'est un scénario. Non, mais c'est un scénario qui est fort. On est dans des suppositions, mais on peut aussi faire une autre supposition où, par exemple, les services français et sont extrêmement inquiets d'attentats en France. Ah, non, mais il y en a eu, hein, Dominique Bernard. Non. C'est pas. Chaque fois que, enfin là, moi, depuis quelques semaines, il y a quand même. Il y en aura. Les autorités françaises sont quand même extrêmement inquiètes. Hein. Ouais, non, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la société civile. Et Mais oui. oui, bien sûr. Non, mais là-dessus, je peux vous donner le point de vue de Keppel, parce que, en fait, il y a un phénomène extrêmement. Il faudrait qu'on invite une fois, Lionel. Il faudrait qu'on invite Keppel une fois. En fait, il dit l'Union des organisations islamiques UOIF, ouais, les frères musulmans en France. C'est le Hamas local. En fait, ils ont changé de nom en 2004 ou 2007. Ils sont passés de Union des organisations islamiques en France à Union des organisations islamiques de France. Donc nous, on dit, bon, c'est la même affaire. Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les frères musulmans et consorts, ils décident de considérer la France comme un territoire Dar al-Kouf, c'est-à-dire c'est le monde des non-musulmans, des impies. Donc, il faut voir comment on peut influencer un peu de burkini, un peu d'abaya, si on peut, pourquoi pas. D'accord, mais tranquille, on a le temps pour nous. De France, Dar al-Islam. D'accord, c'est-à-dire c'est un pays qui doit devenir musulman. Par tous les moyens, C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il démontre dans son dernier bouquin. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit tout ça n'est pas bon. C'est ce qu'on peut dire. Moi, je voudrais simplement j'aime bien quand il y a des discussions un peu comme ça ou avec de la géopolitique, etc. J'aime bien toujours revenir au terrain. Et donc, je pense que dans cette période, on a tous un peu peur de ce qui va se passer. On se dit tous les attentats. Est-ce que si je vais aux Galeries Lafayette faire mes courses de Noël, que peut-il y passer, etc. Et en 2003, j'étais à Jérusalem et il y avait beaucoup d'attentats de gens qui montaient dans des bus pour se faire exploser dans les bus. Et je me souviens toujours des Israéliens qui disaient, moi, je continue à prendre le bus parce que si on montre qu'on a peur, ils ont déjà gagné. Ouais. La communication d'Israël, ouais.
Oui et non, parce que par exemple, vous avez le porte-parole là qui s'appelle Olivier Rafovitz, qui Il est bon. est français, qui est quand même qui fait un travail assez exceptionnel en ce moment sur les antennes et qui a une position assez courageuse. C'est un petit pays, quoi. C'est pas les États-Unis non plus, Israël. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont des crises économiques, c'est des gens qui ont des crises politiques. Là, il leur arrive quelque chose. À gérer avec une communication de crise comme jamais. Et moi, je trouve que c'est sur le message à long terme où on peut s'interroger. Mais dans leur communication là depuis le 7 octobre, ils disent bon bah écoutez, nous on se défend, puis si vous nous aimez pas, c'est pas grave, on va quand même se défendre. Et le monde entier est contre eux. C'est ça qui se passe. Bah, si vous êtes israélien, ils peuvent vous dire est-ce que maintenant on peut renverser. Là, je pense que leur grande surprise, quand je parle avec ces gens, c'est ce qui se passe aux États-Unis sur les universités. Je pense que là, il y a quelque chose où ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe quoi sur cette génération de jeunes qui, ben, voilà. Non, moi je suis très pessimiste. C'est comme la mauvaise herbe, hein, ça pousse. Non, et puis je pense que non. Fragilisation du Hamas, est-ce que on Non. peut y croire? On peut y croire. Je pense que la radicalisation sera encore pire. Mais c'est une opinion personnelle. Mais on est dans deux générations là qui sont. Oui. Ouais. Nasrallah? On ne sait pas. Je sais pas. Non, non, il est intervenu. Il a fait un discours de 4 heures. 4 heures, ils aiment bien s'écouter parler. Ils aiment bien s'écouter parler. Non, non, il a fait un discours de plusieurs heures et c'était un discours beaucoup plus. Personne ne s'attendait à ça. Hein. Tout le monde s'attendait à une entrée en guerre du Exactement. Hezbollah et ça ne s'est pas passé. Mais attention, attention, vous êtes dans une temporalité qui n'est pas la même. Attention à cette temporalité. Hein. Le Proche-Orient, il y a un proverbe qu'on m'avait expliqué quand j'avais commencé à couvrir le Proche-Orient et j'adore cette expression, c'est tout ce que tu prévois n'arrive pas et tout ce que tu ne prévois pas va arriver. Et je me suis toujours, en essayant d'analyser les choses, dit ça. Et c'est toujours ce qui se passe. Vous pouvez prévoir les trucs, mais vous n'y attendez pas, c'est quelque chose d'autre qui arrive. Elle a encore une de questions parce que l'heure tourne. Ça, c'est sûr. Ça, ouais. C'est sûr. Ouais. Ouais. Alors moi, je fais partie des gens, je vais peut-être énormément vous choquer, mais je suivais au plus proche Barack Obama pendant cette période et je fais partie des gens qui expliquent la ligne rouge. Et je comprends ce qui s'est passé dans la tête de Barack Obama. Barack Obama, tous les soirs à la Maison-Blanche, demandait qu'on lui donne 10 lettres. Et il voulait dans les 10 lettres, 2 lettres de soldats qui, depuis 10 ans, étaient en Afghanistan, en Irak, ou de familles de soldats morts en Irak et en Afghanistan. Et Barack Obama était extrêmement ébranlé par les familles de mômes, parce que c'était des mômes qui, depuis le 11 septembre, se trouvaient à des milliers de kilomètres de l'Amérique et sautaient sur, je vais parler en anglais parce que j'ai tellement eu cet argument, sur des ID, des engins explosifs. Il y a eu quand même énormément de jeunes qui sont rentrés aux États-Unis amputés avec des bras en moins, des jambes en moins. Il y a eu vraiment beaucoup plus de blessés d'ailleurs que de morts dans les guerres américaines menées en Irak et en Afghanistan par les Américains, les Anglais et évidemment à certains moments les Français. Et Barack Obama, à un moment donné, avait dit à François Hollande, OK, la ligne rouge a été franchie, on va y aller. Et puis, il a parlé à un de ses conseillers proches pour savoir ce que les services de renseignement américains disaient, ce qui se passait. Et ils lui ont dit,
le Hezbollah va intervenir, la Syrie va riposter, il va y avoir des milliers de roquettes qui vont être lancées. On part pour une troisième guerre au Proche-Orient. Je vous rappelle qu'il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, et Barack Obama, et il le dit, ses conseillers le disent, etc., s'est dit, moi, en ce moment, je ne précipite pas l'Amérique dans une troisième guerre au Proche-Orient. Ce n'est pas une question de ligne rouge, c'est une question de, il n'avait pas envie qu'il y ait des milliers d'Américains et des milliers de gens qui meurent. Et je pense que là aussi, il y a eu un problème de communication parce qu'ils ont laissé, après il y a eu cette bataille, les Français, on a été trahis par les Américains, etc. Mais quand vous connaissez l'histoire de l'intervention en Irak, en Afghanistan, les dégâts que cette guerre a fait, la manière dont les Américains, et notamment les gens qui vivaient à Washington, et notamment Barack Obama, suivaient au plus près les seuls blessés de cette guerre, il y a un moment où l'humain a pris le dessus sur peut-être une décision politique. Alors moi, je pense que dans l'analyse que vous allez avoir, si je peux vous aider dans votre compréhension, n'oubliez jamais que les numéros 3 qui étaient les stagiaires et les petits conseillers de Barack Obama dans l'administration première de Barack Obama sont aujourd'hui des gens qui sont au pouvoir à la Maison-Blanche. L'équipe de Biden, c'est l'équipe de Barack Obama. C'est une administration démocrate avec des gens qui ont travaillé le plus souvent pour Barack Obama. Allez, ça, c'est votre une question. jugement. Encore une dernière question, Lionel. Alors, une question, madame. Ouais. Une question, madame. Et après, une question, Lionel. Et... Voilà. Oui. Alors, il y a plein de thèses que les Américains sont derrière les manifestations, etc. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne connais pas assez là pour le coup pour répondre. Oui, monsieur. Oui. 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 Un bras de fer, oui. Oui. Pour le moment, à faire marcher son économie. Sans doute, dans une analyse géopolitique, la Chine n'a qu'une ambition, devenir la première puissance économique mondiale. Oui. Alors, je voudrais, comme on est, avant que Lionel pose sans doute une question, je voudrais quand même terminer sur une note un peu optimiste que je dis toujours. Donc, je suis contente déjà de pouvoir vous faire sourire. Qu'est-ce qui serait passé si CNN avait été là au moment de la Révolution française et des décapitations? Qu'est-ce qui serait passé si CNN avait été là au moment du massacre de la Saint-Barthélemy? Qu'est-ce qui serait passé si CNN avait couvert la guerre de 100 ans? Je pense que on serait tous dit c'est la fin du monde, c'est horrible. On voit tout en permanence. C'est ça ce qui se passe aussi. Et ce fait de voir tout en permanence crée un climat anxiogène. Moi, personnellement, je pense qu'on n'est pas capable d'absorber cette information tout le temps de crise en continu, anxiogène. Et donc, je me dis que l'histoire a toujours été faite de guerre, mais qu'après les guerres, il y a la paix. Et donc, il faut toujours croire qu'après une guerre, c'est comme après un sale divorce, vous avez la paix et vous avez quelque chose de bien qui se passe. Voilà. Vous savez, les guerres, moi j'ai connu beaucoup de gens qui, à un moment donné, ils s'assoient toujours autour d'une table et puis il y a toujours la paix. On fait la paix avec ses ennemis. C'est comme dans un divorce. Vous pouvez haïr votre femme, elle vous a quitté, etc. À un moment donné, vous êtes quand même obligé de vous asseoir à une table pour négocier. Ça s'appelle la négociation. Ce qu'il faut, c'est des diplomates assez forts pour faire en sorte que les négociations se passent le mieux possible. Et en ce moment, je trouve que les Américains sont quand même dans ce cadre de négociation plutôt pas mal. Allez, dernière question, Lionel. Avant qu'on se retrouve au 4e étage. Mais c'est la force de la démocratie. Il y aura sans doute de nouvelles élections, une campagne.
La priorité pour le moment, dans ce que j'entends, c'est la libération de tous les otages. Et je pense que ta question est intéressante, mais dans un deuxième temps. Le premier temps est toujours en action en ce moment. Avec prudence. Avec prudence. À titre personnel, ne pas changer ma vie et ce que j'ai envie de faire. À titre journalistique, ne pas partir en vacances. Ah, ça, c'est sage, c'est la prudence et la sagesse. Merci beaucoup, Laurence, c'était passionnant.